Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée, nous sommes ensemble pendant une heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est une heure de direct et on retrouvera notre invité politique à 8h aujourd'hui, Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, qui sera débriefé par nos éditorialistes. Dans un instant, le JT des territoires, suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, c'est le JT des territoires. Journée folle chez les Républicains hier. François Fillon a annoncé sa convocation par les juges d'instruction le 15 mars prochain en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'enquête des emplois présumés fictifs de sa femme et de ses enfants. Il a affirmé qu'il maintenait sa candidature et s'en remettait au suffrage universel et au vote des Français. Les réactions sont nombreuses au niveau national, vous le savez, et elles le sont tout autant au niveau local. Direction les Pays de la Loire, une région que François Fillon a longtemps présidée. On écoute les principaux représentants politiques vendéens au micro de TV Vendée. La présidentielle qui vise les plus hautes fonctions de l'État doit être le garant des institutions de notre pays et de la République. Et que lorsque tous les jours on s'attaque à la justice et à la presse, on remet en cause ces institutions. Et je trouve ça assez dommageable. Le côté un peu amateur des Républicains à ce niveau-là de ne pas avoir enquêté suffisamment sur leurs candidats quand ils se présentaient, parce qu'il ne faut pas oublier que François Fillon s'est présenté comme le monsieur propre des Républicains. Il a attaqué très fort Sarkozy sur les mises en examen, les affaires, etc. Et là, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Rappelez-vous, il avait dit, un peu pour tacler Nicolas Sarkozy d'ailleurs, qui peut imaginer le général de Gaulle mis en examen, et il avait dit, si moi je suis mis en examen, je ne concourrai pas à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, eh bien, on voit que non seulement il annonce lui-même qu'il y a de fortes chances qu'il soit mis en examen, mais qu'il continue. J'ai trouvé que sa déclaration permettait aux Français de voir qu'il était absolument inadmissible qu'on puisse, en France, dans une démocratie, pouvoir priver des électeurs d'avoir un représentant de la droite et de l'UDI. Donc j'ai trouvé qu'il était résistant et je pense qu'en tout cas, au niveau des Républicains, nous allons nous mobiliser pour pouvoir le faire gagner et il gagnera. Après les élus, la réaction des électeurs maintenant à Lille au micro de Caroline Fichtenpoué au TV. On ne peut pas venir en arrière de toute façon. De toute façon, même si on trouve quelqu'un d'autre, on va droit au mur. Donc de toute façon, la droite, c'est sûr, ils ne passeront pas. Donc après, on va vers le pire et le pire. Mais je trouve que sa ligne de défense aujourd'hui, elle est bonne, qu'il est courageux et que voilà, nous, on voudrait tous que le pays aille mieux économiquement. Maintenant, qui va pouvoir nous sortir de tous ces problèmes, on se demande, quoi. Moi, le peuple veut décider que c'est une trahison, une fois de plus. Je pense que les preuves, elles sont assez accablantes. Il a encore annulé sa réunion au salon de l'agriculture ce matin, donc on savait que c'était à peu près pour ça. Honnêtement, avec la décision de l'annulation, on pensait tous qu'il allait retirer sa candidature. C'est pas le cas, il y a des choses à se reprocher. Donc c'est Marine qui va être contente. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a raison, sinon la droite disparaît. Donc on n'a plus vraiment un choix intéressant. Donc pour vous, c'est important. Oui, c'est contradictoire avec la moralité, mais avec ce qu'il disait sur la moralité. Mais bon, voilà quoi. Il faut quand même qu'il y ait un représentant de la droite, ou alors tout est faussé. On ouvre une page spéciale maintenant au moment où se tient le salon de l'agriculture. L'œil de Public Sénat a pris la direction de la Loire-Atlantique sur les pas de la filière laitière souvent décrite comme en difficulté. Il y a pourtant des exemples qui marchent comme le groupement des producteurs biolais qui s'est fait une place de choix sur le marché bio français avec des éleveurs décideurs qui prennent en main leur avenir et celui de la filière. Un reportage de Jérôme Rabier, d'Aurélien Romano de Public Sénat. Biolais, c'est l'histoire de 6 éleveurs laitiers bio qui ont défié les modèles pour fonder leur entreprise. En 22 ans, ils ont bien grandi, sont passés de 6 à 1000 fermes adhérentes et collectent désormais 30% du lait bio français. C'est un mouvement en route qui fait qu'on n'a pas vocation à l'arrêter parce que l'agriculture biologique, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé et c'est bon pour les agriculteurs qui s'en occupent. Une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui, grâce à une croissance soutenue du secteur, rémunère ses éleveurs à 450 € les 1000 litres, contre moins de 300 € pour le lait dit conventionnel. Vous payez le même prix à tous les producteurs? Oui, c'est un choix de départ de dire il y a un prix unique du lait et c'est pas au
aux industriels de choisir un prix du lait ou le fait de collecter sur telle région par rapport à telle autre. Et je crois que l'histoire nous a donné raison. Car le bio a désormais un vrai marché qui se développe chaque année et la société a pu nouer des partenariats pour distribuer sa production. On a commencé à travailler avec Biocoop en 1998 et avec Système U en 2011. Dans les deux cas de figure, on a des distributeurs qui tiennent leurs engagements, qui sont fidèles. Et donc, je trouve que ce genre de modèle d'organisation économique d'une filière, il a vocation à se développer. Le groupement a donc bien grandi, mais sans perdre ses valeurs, plaçant l'éleveur au cœur du projet. C'est les producteurs qui décident à tous les échelons. Et il y a une vraie implication et surtout une forte participation et beaucoup de débats dans les réunions qu'on peut avoir. Bon, on va aller voir comment ça fonctionne demain chez un de vos producteurs adhérents du côté de Guérande. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez nous, ferme de Drieno. 5h45, c'est le début de la journée? C'est l'heure du début, oui. Eh ben on vous suit? Donc là, on va aller rentrer les vaches maintenant. Sur l'exploitation de Jean-Noël et Benjamin Desbois, la journée commence comme dans toutes les fermes laitières du pays par la traite. Et avance, allez, avance. Le passage en bio décidé en 2009 après 30 ans de production conventionnelle n'a pas bouleversé le rythme de travail, sauf peut-être pour leurs vaches normandes et Holstein. Mais la traite en elle-même, c'est le même fonctionnement. Vous qui avez connu les deux, c'est... La seule différence, c'est qu'il y a un peu moins de lait en bio, mais il est payé plus cher. Donc. Les vaches, elles produisent plus ce qu'elles peuvent produire avec l'alimentation qu'elles ont. Mais on n'essaie pas d'en faire des Formule 1. C'est quand son fils est associé à lui que Jean-Noël a franchi le pas et ils se sont tournés vers Biolay. Mais face à l'afflux d'adhérents, il a fallu que le groupement fasse des choix. Un souvenir de solidarité marquant pour le jeune agriculteur. Et tout le monde a accepté de baisser de 5% leur production, pour que nous on puisse rentrer. Enfin, humainement, c'est des valeurs, moi j'ai jamais vu ça à l'extérieur. Enfin, tu sors d'une réunion comme ça te transporte. Hein. Quand on parle de compétitivité, toujours plus productif, rentable. Si tu as 1000 vaches, là, déjà 60, nous on trouve que c'est bien, il faut passer du temps, mais il faut être là. Mais 1000, c'est pas possible. Quoi. Bah après, c'est robotisé, il n'y a pas de relation avec l'animal. Tu as une relation avec l'ordinateur, c'est tout. Les Desbois défendent leur modèle et espèrent emmener derrière eux la profession, même si l'essor devra se faire en préservant l'état d'esprit du groupement. Quand on sera 90% de la collecte, ça sera génial. C'est vrai que la démocratie, il faut arriver à la maintenir, même en grossissant. Biolay vise désormais les 1200 fermes adhérentes à horizon 2020, sans dévier de son projet. La bio partout et pour tous, et dans le respect de l'ensemble des acteurs de la filière. De nouvelles initiatives sur le front de l'emploi maintenant. La mission locale de Cannes a organisé hier le défi emploi des pays de l'Érins. L'occasion pour 200 personnes, CV à la main, de partir à la rencontre des entreprises locales afin de décrocher un job. Un sujet de Lucie Carmin pour Azur TV. Michel, 22 ans, est à la recherche d'un travail depuis 3 mois. Et aujourd'hui, il compte bien en décrocher un en faisant du porte-à-porte. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour la saison Alors à partir du mois d'avril, en fait. À partir du mois d'avril, et qu'est-ce que vous cherchez? Alors des commis de cuisine, d'accord, commis de salle. D'accord. Encadré par un professionnel de l'emploi, Michel est ravi de participer à cette initiative. Une démarche très bénéfique pour le jeune homme. Ça permet surtout d'aller au contact des entreprises, de se rendre compte que voilà, c'est pas aussi fermé que ce qu'on peut penser, puisque bon, il y a toujours l'image de oui, je veux pas aller en entreprise parce que j'ai déposé des CV, ça marche pas, alors qu'en fait on le fait pas forcément quoi. Honnêtement, tout seul je l'aurais pas fait parce que bon, ça fait toujours peur de se dire je vais déposer un CV dans une entreprise que je connais pas, est-ce que le patron il est sympa, est-ce que ils vont déjà me répondre à mes questions ou pas en fait. Dans un périmètre bien défini et par équipe de 3 ou 4 personnes, les demandeurs d'emploi vont à la rencontre des entreprises locales. Ici, aucun hôtel, restaurant ou encore boutique de prêt-à-porter n'échappe au défi. Le but, collecter le plus grand nombre possible de promesses d'embauche. Là, l'objectif est de ramener un maximum d'offres. Ces offres seront ensuite données donc, aux organisateurs. Et ensuite, la semaine prochaine, elles seront effectivement affichées, elles seront requalifiées. Et donc, toutes les personnes qui ont participé donc, au défi d'aujourd'hui pourront consulter ces offres et voir si peut-être, dans le cadre de la récolte d'aujourd'hui, elles n'ont pas trouvé leur bonheur par rapport à leurs compétences, et peut-être trouver effectivement des équipes qui ont pu aussi avoir des offres intéressantes. Du côté des professionnels,
personnel, le défi emploi est tout aussi bien accueilli. Pour moi, c'est une initiative excellente. On a des petites entreprises et c'est vrai qu'on n'a pas toujours accès à des réseaux suffisamment développés pour trouver les bonnes personnes par rapport à nos postes. Ça nous aide vraiment parce que c'est un garant de sérieux, que ce sont des gens qui ont vraiment envie de travailler, qui sont motivés. Et pour nous, ça vaut de l'or. Cette année, le défi emploi a remporté un franc succès avec plus de 1000 entreprises contactées, dont 409 offres d'embauche générées. Vous le savez, la question de l'érosion des côtes concerne de très nombreux territoires. Après 2 mois d'alerte médiatique sur ce risque, le maire de Talmont-sur-Gironde, en Charente-Maritime, a enfin obtenu pour sa commune une réunion d'urgence avec le département et la préfecture. Objectif posé sur la table des problèmes de financement du projet de sauvegarde des remparts de la ville menacés par les eaux. Christophe Chavanneau pour TV7 en Gironde nous raconte cette histoire. Perché sur son promontoire calcaire, le village de Talmont-sur-Gironde subit une nouvelle fois les assauts de l'estuaire, érodant un peu plus la falaise, comme lors de chaque épisode conjugué de vents violents et de forts coefficients de marée. Mais aujourd'hui, son premier magistrat a de quoi retrouver le sourire. Après plusieurs appels à l'aide, les portes s'ouvrent du côté de la préfecture et du conseil départemental. Sur Talmont, on est sur des falaises. Donc normalement, on n'a pas le droit, nous, département, d'intervenir. C'est de l'érosion et l'érosion ne peut pas être prise en compte. Mais la volonté du président du département, Dominique Bussereau, a été de dire très clairement, Talmont est un cas très spécifique. Ok, on n'a pas le droit, mais s'il faut, on sera là. Donc 20% comme d'habitude et maîtrise d'ouvrage si l'État nous donne l'autorisation. Donc ça donne un effet de levier sur le projet, sachant que la CARA, la communauté de communes de Royan, peut mettre 20% dessus. On aurait déjà 40% de financement. Il faut que la région vienne et que l'État ensuite valide et ensuite l'État vient. Bien sûr, il faudra aussi trouver d'autres sources de financement pour pouvoir boucler le budget. Donc, et c'est évidemment toute la volonté que nous avons collectivement et c'est bien pour ça que nous nous sommes réunis aujourd'hui. Un premier pas qui n'est toutefois pas encore acquis complètement, même si l'intérêt patrimonial de la cité estuarienne n'est plus à démontrer. Je constate que les 2 mois qui ont permis cette réunion et ce rendez-vous ont été beaucoup plus productifs que ces 3 dernières années. C'était pour l'instant un diagnostic. On n'a pas encore une réponse à toutes les questions. Mais en tout cas, on a déjà des bonnes pistes. Il ne faut pas qu'il nous manque un centime pour le coup. Et dans un combat comme celui-ci, d'un côté la compétence et de l'autre côté le côté financier, on sait très bien qu'il risque de manquer des petites choses. La mairie poursuit donc son appel aux dons auprès du grand public pour être certain de pouvoir financer l'intégralité des travaux de renfort des remparts. Voilà, dans un instant le débat avec nos éditorialistes, mais tout de suite les unes de vos journaux ce matin de la presse quotidienne régionale. Évidemment, François Fillon et encore François Fillon, c'est la une du Midi Libre, une belle exclusivité d'ailleurs réalisée par Philippe Pallat qui dirige la rédaction et ses équipes puisque François Fillon donne une interview exclusive. Le candidat LR sera en meeting ce soir à Nîmes. François Fillon, je me bats, il maintient sa candidature, vous le savez, à la présidentielle malgré une probable mise en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif. Il dénonce un assassinat politique. Pour la Dépêche, jusqu'au bout. C'est le même type de titre également pour Sud-Ouest. J'irai jusqu'au bout. Pour le Républicain lorrain, François Fillon, je ne me retirerai pas. Pour le Courrier Picard, François Fillon ne renonce pas. Et pour Libération Champagne, il persiste. Je ne céderai pas. Pour la Charente Libre, François Fillon s'accroche envers et contre tout. Pour Ouest France, Fillon candidat coûte que coûte. Pour la Nouvelle République, Fillon le juge le mur. Et puis pour l'Est éclair, Fillon enfermé dans sa stratégie. Enfin pour l'Union de Reims, il lâche Fillon et Arnaud Robinet et Catherine Vautrin le disent ouvertement. Ils souhaitent un remplaçant à François Fillon pour la présidentielle. Voilà, j'accueille ce matin pour débattre de ce sujet d'actualité évidemment majeur Nathalie Moret de l'Est républicain. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous. Thierry Dupont de l'Express, bonjour Thierry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Jérôme Cordelier du Point, rédacteur
rédacteur en chef des éditions locales. Merci d'être avec nous. Une journée folle donc chez les Républicains hier. François Fillon a annoncé sa convocation par les juges d'instruction le 15 mars prochain en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'enquête des emplois présumés fictifs évidemment de sa femme et de ses enfants. Il a affirmé qu'il maintiendrait sa candidature coûte que coûte, s'en remettrait au suffrage universel et au vote des Français. Nathalie Moret, vous avez suivi cette journée folle. Vous étiez dès 7h20 je crois au Salon de l'Agriculture et ça s'est enchaîné. Oui, on est passé de la sidération, parce qu'il y a eu vraiment un moment de sidération hier matin, quand on a annoncé que François Fillon reportait sa visite au Salon de l'Agriculture. Même son équipe ne le savait pas, il faut quand même le savoir. Vous parlez de débandade d'ailleurs chez les Républicains. C'était assez incroyable, parce qu'on est passé d'un moment de sidération à un moment où on a vu petit à petit le parti Les Républicains imploser de l'intérieur. Alors pour l'instant, le parti tient, c'est-à-dire que l'impact a touché l'intérieur et c'est pas encore complètement effondré. Mais je trouve qu'il y a deux informations hier. Il y a d'abord cette probable mise en examen qui n'est pas vraiment une information parce qu'on savait que ça allait intervenir. L'information, c'est pas non plus qu'il maintient sa candidature puisqu'il l'avait déjà dit. La vraie information, selon moi, c'est que ça y est, là, il commence à avoir des proches de lui qui s'en vont et qui le lâchent. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est jusqu'où peut-il aller? Est-ce qu'il va vraiment aller jusqu'au bout, comme il l'a dit hier, ou est-ce qu'au contraire, il va être empêché? Pour moi, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Alors, Thierry Dupont, vous étiez au QG aussi, également. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était même pas une conférence de presse, c'était une annonce, au fond, devant la presse. Vous venez de dire la déclaration de François Fillon? Oui, il a redit effectivement ce qu'il avait déjà dit auparavant. Il a dramatisé le moment. Pourquoi il dramatise? Parce qu'il ne peut plus faire autre chose, parce qu'effectivement la peur commence à s'insinuer dans les rangs des Républicains. On a vu hier toute une série de défections chez les Républicains. Et donc pour maintenir un semblant de cohésion et de cohérence dans la campagne, il est obligé de dramatiser, de dire c'est moi ou le chaos. Sachant qu'en plus les parrainages ont été envoyés, il en a déjà plus de 700 auprès du Conseil constitutionnel. Donc il est obligé de dramatiser pour dire il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de plan B, il le redit. En même temps, il y avait ses principaux soutiens autour de lui lors de cette annonce. Vous avez vu leur mine? François Baroin, vous avez vu ceux qui n'étaient pas là? Pécresse, Bruno Retailleau, ils étaient autour de lui, en arc de cercle. Oui, alors, mais une bonne partie de ceux qui ont été consultés dans la matinée ont quand même conseillé à François Fillon de renoncer. Ils étaient là contre un, vous l'avez senti? Non, pas forcément, je ne sais pas, après il faudrait voir cas par cas, mais une partie de ceux qu'il a consultés dans la matinée lui ont conseillé de renoncer et il a décidé de se maintenir, parce que pour lui, il n'y a pas d'alternative. Pas d'alternative, Jérôme Cordelier, ou alternative? Je suis assez d'accord avec Thierry, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de choix, hein. C'est-à-dire soit on banalise, soit on dramatise. Il a été obligé de dramatiser, sachant que cette mise en examen, c'est vrai, interviendrait quand même 2 jours avant la remise des parrainages. Enfin, il y a un calendrier quand même. On peut s'étonner du calendrier, hein, c'est-à-dire le communiqué aussi qui est tombé à 20h07 au moment du JT, vous vous souvenez, il y a quand même aussi une communication de la justice. Bon voilà, après c'est une chose. Sur les proches, ce que vous disiez Nathalie, il n'y a pas de défection de proches pour l'instant. Hein. Il y a des défections, il n'y a pas de fillonistes qui sont, en tout cas officiellement, Alors officiellement, il n'y a pas de quitté, qui ont fait rupture. C'est essentiellement des sarkozystes. Bon voilà. Des leméristes. Oui, Lelouch. Voilà. Pierre Lelouch, oui, attention, il a été filloniste, puis sarkozyste, puis refilloniste. Alors par contre, et par contre, voilà, ce qui est intéressant, puisque nous sommes en territoire d'info, c'est qu'il y a quand même des barons locaux et qui comptent dans les villes. Donc Arnaud Robinet, Catherine Vautrin à Reims, Gaël Perdriau à Saint-Étienne, Fabienne Keller à Strasbourg. Tout l'Est est ça, en c'est train des de gens lâcher. Qui comptent sur les territoires. Parce que et ça, je pense que, à mon avis, c'est plus important que Bruno Le Maire, qui a quand même fait des 2,05%. Oui, Bruno Le Maire, il a fait 2,5%. Cela dit, il a Georges un réseau Fenech, sur le territoire depuis le début, il tape dessus. Donc voilà, je pense que ceux qui tiennent les territoires, ça, c'est à mon avis une brèche. Derrière vous, les images de François Fillon qui arrive au Salon de l'Agriculture après avoir reporté, bien sûr, sa visite. Il est arrivé dans l'après-midi. Alors, Catherine Vautrin, tout ça, c'est des gens de l'Est. Et je voulais dire juste un mot sur l'Est. Nous, on fait un papier aujourd'hui pour dire qu'effectivement, les élus locaux et pas seulement les grands barons de l'Est sont très inquiets parce que dans la région Est de la France, c'est très très important la moralité. Et sur ce thème-là, je pense qu'il va être lâché dans les heures qui viennent. Les centristes, Thierry Dupont, l'UDI a dit qu'il suspendait le soutien à François Fillon.
Ils sont en train de négocier un accord électoral. Donc, bon, pour l'instant, ils ne peuvent pas. On sent bien qu'ils sont. Jean-Christophe Lagarde a fait un communiqué d'ailleurs là-dessus. Ils sont tentés de faire défection eux aussi. Mais enfin, il y a quand même un. Enfin, ils sont partagés, les centristes. Hein. Par exemple, les centristes dans le sud-est, c'est un peu plus compliqué. Alors, oui, ils ne parlent pas d'une seule voix. Voilà. François Hollande s'est élevé solennellement contre toute mise en cause des magistrats. Nathalie Moret, le garde des Sceaux est aussi intervenu. Oui, alors concernant François Hollande, il faut quand même croire qu'il avait tellement attaqué les magistrats dans le livre Un président ne devrait pas dire ça, que là, on voit bien quand même que là, le fait qu'il monte au créneau pour défendre les magistrats, c'est pas forcément complètement neutre. Voilà. Thierry Dupont. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'hier, il a vraiment, François Fillon a dramatisé. On a vu que derrière, il lance cette grande manifestation dimanche pour ressouder un peu la droite, pour dire, bon, bah, voilà, maintenant, il faut aller au combat. 15 heures au Trocadéro, c'est ça? Oui. Après, on peut se demander si cette stratégie, alors je sais bien qu'à mon avis, il n'en a pas beaucoup d'autres, mais si cette stratégie est la bonne, parce que à force de dramatiser comme ça, il met également en creux sa propre faiblesse. Il met sans arrêt en scène ses propres faiblesses et sa propre perdition. Encore une fois, a-t-il d'autres choix? Jérôme Cordelier. Je suis pas sûr qu'on puisse parler de stratégie. Je pense qu'en l'occurrence, on peut plus parler de tactique. Et après, parce que malheureusement, il faut que tous les jours adapter une tactique par rapport à il y a un contexte très mouvant. Tous les jours, ça tombe bien. Nathalie Moret, vous étiez au salon. Voilà, c'est ça. Comment s'est passée la visite en elle-même? Quel a été l'accueil? On sait qu'Emmanuel Macron a quand même pris un œuf sur la tête. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, ça, on peut s'interroger sur le climat de tension qu'il y a dans cette campagne qui est réel et qui touche tous les candidats. Oui. Mais en dehors de ça, sur la campagne de François Fillon, il a quand même fait une visite d'environ 2 heures, je crois, entouré par des CRS, comme on le voit sur vos images, avec une claque d'environ 25-30 personnes qui l'ont suivi partout et qui couraient pour dire Fillon président, Fillon président. On dit que c'était des militants envoyés là-bas. Oui, complètement. Il y avait une claque, mais bon, ils font tout ça. C'est pas du tout gênant. Moi, ça me choque pas du tout. Il y a des militants qui soutiennent un candidat, c'est tout à fait normal. En revanche, il y a eu énormément de sifflets qui répondaient à ces gens. Donc, avoir une campagne d'un candidat qui dit « je vais à la rencontre des Français » et qui fait une campagne entourée d'un cordon de CRS en serrant les mains choisies, objectivement, ça va être On le voit sur les images pendant que vous parlez. Ça va On peut aussi s'interroger sur le salon de l'agriculture, c'est-à-dire est-ce que le salon de l'agriculture doit rester un passage obligé pour les candidats? Parce que on n'est plus du temps de Chirac, hein. Je veux dire, l'eau a coulé sous les ponts. Marine Le Pen est acclamée au salon de l'agriculture. Elle est chez elle. Hein, elle est chez elle. Elle est restée plus de 10 heures, il faut rappeler aux spectateurs. Et Emmanuel Macron, lui, reçoit un œuf sur la tête. Et les autres candidats sont obligés d'avoir un cordon de CRS. Donc on peut se demander, on peut s'interroger aussi. Peut-être que le salon de l'automobile serait plus confort pour les François Fillon, c'est sûr. Thierry Dupont là-dessus. Oui, moi effectivement, je me demande quel est l'intérêt pour un candidat aujourd'hui d'aller sur le salon de l'agriculture. Enfin, je veux dire, c'est pas l'intérêt, j'entends bien, parce qu'il s'agit de s'adresser à tout un secteur de notre production, mais quand même, ça devient assez mouvementé. Moi, je voudrais qu'on parle du plan B. Est-ce qu'il y a encore un plan B possible? Est-ce qu'il y en a eu un pendant quelques heures ou minutes hier, Nathalie Moret? Selon mes informations, oui. Effectivement, le téléphone a beaucoup sonné entre un certain nombre de dirigeants, les Républicains et Alain Juppé. Et Alain Juppé est resté sur sa position, c'est-à-dire qu'il a dit oui, pourquoi pas, mais si François Fillon me le demande. Et on voit bien que tous les ténors... Ils doivent se voir d'ailleurs ce matin. Tous les ténors ont dit, y compris vraiment les plus hauts, vraiment les plus proches, ont dit à François Fillon, attention, là c'est peut-être le moment de te poser les vraies questions. Et François Fillon est resté absolument déterminé. On dit que c'est Nicolas Sarkozy qui bloque la possibilité d'une candidature à Alain Juppé. Oui, on le dit, c'est sans doute en partie vrai. Cela dit, on voit qu'il y a de plus en plus de Sarkozy, enfin de plus en plus, il y en a 4 ou 5, mais quand même, qui se sont maintenant positionnés pour le retour de Alain Juppé. Donc, à voir ce qui va se passer. Comment la campagne se terminera-t-elle? C'est votre une candidature Juppé ne réglerait pas tous les problèmes, parce qu'on avait bien vu lors de la primaire qu'il y avait une partie de l'électorat de droite qui n'était pas favorable à Alain Juppé, et donc ça peut poser quand même des problèmes de savoir si une partie de cet électorat ne partirait pas vers Marine Le Pen. Mais au fond, est-ce qu'Alain Juppé n'a pas fait une bonne campagne de premier tour de présidentielle à la place d'une bonne campagne de premier tour de primaire? Et donc, est-ce qu'il n'est pas prêt avec un programme? Et au fond, c'est une solution possible, parce que les centristes viendraient vers lui. Est-ce qu'il battrait pas Emmanuel Macron? Évidemment qu'Alain Juppé est prêt. Évidemment, il a l'expérience, il a le programme, il a fait une bonne campagne en premier tour. Le problème, c'est le veut-il?
C'est ça le problème. Nathalie A-t-il Moret dit que envie oui. d'y aller, quoi? Elle dit que oui. A-t-il Nathalie Moret. envie d'y aller Si on lui demande gentiment et vraiment très fort, je pense qu'il consentira à y aller. Voilà. Et, Alors, ça, c'est un sentiment encore. Le problème, pardon Nathalie, mais le problème, c'est que cette campagne est aussi polluée, et notamment sur les réseaux sociaux, par l'expression de beaucoup de sentiments. Il y a un décalage entre les sentiments et l'information. Voilà, c'est Alors, il y a et on quelqu'un voit de très beaucoup concerné s'exprimer dont dans les on a réseaux peu parlé, sociaux. c'est Emmanuel Macron qui a dit dans une interview au Parisien qu'il voulait interdire les emplois familiaux des parlementaires. Il condamne l'attitude de François Fillon. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, a-t-il dit. Et on l'écoute hier au Salon de l'Agriculture au micro de Public Sénat qui l'a suivi. Il ne faut pas mettre toute la classe politique et tous les projets politiques dans cette même situation. Je suis désolé de vous le dire. On peut décider de porter un projet pour l'avenir de notre pays, de répondre à la détresse qui existe, d'être ambitieux pour la France et ne pas être dans le même sac que celles et ceux qui ont eu ces comportements et qui décident aujourd'hui de continuer en effet à se comporter de manière, je pense, largement incompréhensible pour bon nombre de nos concitoyens. C'est tout. Je n'ai pas commenté ça, mais nous on va continuer à faire campagne gaiement, avec beaucoup d'optimisme, avec en même temps beaucoup de détermination parce que la situation de notre pays le mérite. Thierry Dupont. Oui, il a pris un œuf hier. Mais il a quand même fait, il est resté assez longtemps sur le salon de l'agriculture. Il déroule son programme. Je veux dire, il joue sur du velours. Quand on voit les difficultés de François Fillon de faire un pas dans la rue, sans être tout de suite accueilli par un concert de casseroles, de devoir répondre aux journalistes qui l'interrogent sur les affaires. De la part de la CGT et du Front de gauche. Non, mais il faut toujours le préciser parce que il n'y a pas que voilà, il y a pas. Je ne suis pas sûr qu'hier sur le salon de l'agriculture, c'était la CGT et le Front de gauche. Je veux dire, il y a pas, faut pas réduire l'opposition à François Fillon uniquement. Non, je ne réduis pas à ça, mais le concert de casseroles. Quand on dit concert de casseroles, il est honnête d'ajouter de la part de la CGT et le Front de gauche. Au même titre que quand il arrive au salon de l'agriculture et qu'il y a des manifestations, il faut dire que c'est des soutiens de Marine Le Pen. C'est quand même, il faut. Mais comment était l'ambiance autour d'Emmanuel Macron hier au salon, Thierry? Moi, j'y étais pas. J'étais pas sur. Nathalie était. Non, moi j'étais autour de François Fillon. D'accord. Vous avez fait votre choix. Alors la une de l'Express, Thierry Dupont, c'est Brigitte Macron. Ouais. Alors on passe de Paris Match. Elle a fait beaucoup de une à celle de l'Express. C'est quoi? C'est un signe que ça devient sérieux? C'est quoi là? Non, on a essayé d'aller enquêter sur l'influence réelle de Brigitte Macron. Alors, elle est réelle. Alors même, elle est tellement réelle que certains membres du staff d'Emmanuel Macron trouvent qu'elle est un peu trop présente parfois auprès du candidat. Vous avez le sens des unes à l'Express là. Hein. La photo fait très affiche américaine, non? C'est une nouvelle formule. C'est une nouvelle formule de l'Express. Ah, c'est la nouvelle formule cette semaine de l'Express. Oui. Très bien. On va la regarder doublement attentivement. Jérôme Cordelier, les programmes économiques. Hein, oui, il faut revenir aux fondamentaux, mon cher Cyril. Macron. Voilà, on propose Marc Vignot. Qui ferait le meilleur président? Qui est un grand expert économique. Qui ferait le meilleur président? Voilà, exactement. Est-ce que vous y répondez? Comparaison à chacun d'y répondre. On fait une expertise des deux programmes qui est fait par Marc Vignot, qui est un journaliste très expert économiquement. Et donc voilà. Donc c'est. Vous dites, ce qui se joue, c'est la bataille du jour d'après. Oui, voilà. Alors ça, c'est un autre papier c'est un papier politique. Mais c'est vrai que là, on essaye de prendre de la distance. C'est la fonction de l'hebdomadaire quand même par rapport à l'actualité immédiate qui change toutes les minutes, mon cher Cyril. Si François Fillon ne va pas jusqu'au bout, votre une est devenue problématique. Voilà. Mais si il va jusqu'au bout, elle est visionnaire. Bien répondu. Voilà, on peut toujours. Merci, Jérôme Cordelier du Point. Nathalie Moret, un dernier mot sur ce que peut faire François Fillon maintenant. Il est à Nîmes ce soir. Qu'est-ce qu'il va dire dans ce meeting à Nîmes? Alors bon, il va encore une fois se défendre, mais le grand rendez-vous, c'est pas Nîmes, hein, c'est samedi. Mais ce soir, il est à Nîmes, le jour d'après, j'allais dire. Oui, mais il va se défendre et je pense qu'il va répéter en mieux ce qu'il a dit hier. Le vrai rendez-vous, important, c'est samedi. Samedi où il présente son programme à la société civile. Et le dimanche après. Et le dimanche après, c'est la manifestation. Mais il peut y avoir. C'est drôle de voir d'ailleurs que c'est la droite qui commande une manifestation alors qu'elle dit qu'il ne faut pas en faire pendant l'état d'urgence. Juste, voilà. Voilà. L'Est républicain, votre une, c'est affairé. Merci Nathalie Moret de l'Est républicain, Thierry Dupont de l'Express et Jérôme Cordelier du Point. On passe à la météo des territoires, le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les départements français d'outre-mer. On la regarde ensemble. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terre Léo Pro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, dans quelques minutes, c'est notre invité politique Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise, qui sera notre invité, qui répondra aux questions de nos éditorialistes. Mais dans un instant, là, c'est le Zappélisé, celui de Christophe Combarieux, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. François Fillon reporte sa visite au Salon de l'Agriculture. J'espère. C'est lié à la guerre civile. J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité. Oui, j'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité. Mais vous le savez ou pas ? Je ne sais pas. Vous savez. Mais je n'en sais rien, monsieur. Je sors de ma voiture et je ne sais rien. C'est vous qui savez tout. Là, il va visiter le Salon de l'Agriculture. 3 minutes avant, on dit qu'il va être mis en examen. Et il y a quand même, pardonnez-moi de le dire, un acharnement, j'allais dire thérapeutique, parce que je suis médecin. Et c'est une machination qui est orchestrée depuis l'Élysée. Enfin, excusez-moi, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Vous avez des preuves de ce que vous dites ? François Hollande a été un très mauvais président de la République, mais je pense qu'il est très machiavélique. La justice parle à Mediapart et Mediapart parle à la justice. Et ce n'est plus la justice que j'ai connue et que j'ai appris sur les bancs de la faculté. Tous les élus républicains, à part ce petit noyau, savent que c'est terminé. Par le passé, il était hors de question d'avoir des ministres mis en examen. On voit mal comment on peut avoir un président de la République élu mis en examen. Moi, ça me renforce dans l'idée qu'il faut tourner la page de ces institutions. Et le 18 mars prochain, avec le rassemblement que je fais, eh bien, c'est la 5e République que je vais mettre en examen de mon côté. Autre offensive, celle de Bruno Le Maire. Agacé par le maintien du candidat malgré sa possible mise en examen, il lui retire son soutien. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Ça fait plusieurs fois cette semaine que M. Fillon choisit d'utiliser des grands mots. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs ou alors d'une perte de sens des réalités. La réalité, c'est que c'est le feuilleton des affaires qui concernent François Fillon qui, aujourd'hui, rend médiocre cette campagne présidentielle. Il y a des assassinats, ça ne correspond pas à cela. Il y a des états de guerre civile, ça ne correspond pas à ce que nous vivons dans le pays. Vous êtes avec moi dans ce salon, il y a des bousculades, enthousiastes, mais j'ai pas vu de guerre civile. Vous êtes chez vous. Absolument personne n'est dupe que le calendrier est instrumentalisé pour le candidat du hollandisme, M. Macron, et que lui, par contre, on ne s'intéresse pas à certaines choses qui circulent. C'était un coiffeur, c'était un shampoing. Mais j'ai vu que vous avez super bien réagi, vous aviez le sourire. Bah il faut, c'est pas un drame. Vous savez, vous empêcherez pas les imbéciles dans une foule. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. François Fillon qui est bel et bien présent cet après-midi au Salon de l'Agriculture. Un petit passage obligé chez Joséphine. Vous vous souvenez de Joséphine, Fine, hein, c'est la vache, là voilà, avec donc une petite caresse. Hein. La campagne comme si de rien n'était alors que les centristes de l'UDI décident de suspendre leur participation à la campagne de François Fillon. Un accord devait être officialisé demain matin. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique de Public Sénat de Territoire d'Info sur Sud Radio et avec la presse quotidienne régionale, c'est Alexis Corbière. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Et bonjour Mickaël Zamès de Public Sénat. Bonjour. Alexis Corbière, François Fillon sifflé au Salon de l'Agriculture, mais aussi applaudi par les siens, lâché par certains. Est-ce qu'il peut continuer à faire campagne, François Fillon ? Tout simplement techniquement, est-ce qu'il peut continuer à faire campagne ? Il le fait, voilà. Mais on observe. Il est à Nîmes ce soir. On observe le résultat. Non, moi je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut observer. Le cas Fillon est révélateur d'un climat qui est détestable. C'est-à-dire que vraiment, il y a, je dirais presque, pardon, mais ça fait suite à nombre d'affaires. Il y a un doute qui s'est installé dans le pays chez beaucoup de nos concitoyens du fait qu'existe une caste politique, je dis le mot, totalement détachée de leurs préoccupations. C'est ce qu'il y a de terrible dans cette affaire. C'est-à-dire que peut-être que ce qu'a fait M. Fillon est légal, mais la ligne de défense qui est la sienne,
Après avoir dit que chaque euro doit être public, donc faut être extrêmement rigoureux. Caste politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on pense qu'on va Jean-Luc Mélenchon ne fait pas partie de cette caste politique. Non, mais c'est pas le sujet. Je veux dire, il faut des ministres, il faut des parlementaires. Mais quand on pense que devant les Français, on va convaincre en disant mon épouse, je l'ai embauchée à 3 500 € par mois sans qu'elle puisse prouver une activité professionnelle. Vous connaissez quelqu'un qui pendant 10 ans peut travailler sans avoir un collègue de travail, une note, rien. Quand on dit que ses propres enfants ont été aidés pour rédiger un ouvrage avec de l'argent public, en étant payés plus de 3 000 € par mois, je suis enseignant au lycée professionnel depuis 22 ans. Que je suis enseignant en lycée professionnel depuis 22 ans, je ne touche pas ces sommes. Et quand on pense que c'est des sommes banales, normales, sur lesquelles on n'a pas à justifier, que ce soit légal ou pas, c'est peut-être légal, mais c'est immoral, choquant. Vous n'avez pas l'impression d'entretenir le côté tous pourris, caste politique, mais ça résonne comme ça en tout cas. Oui, mais je l'entretiens et je pense que plutôt que ça se règle de manière violente, nous disons quoi ? Une assemblée constituante pour passer en 6ème République et qu'ensemble, nous discutions. Non, mais c'est le fond du problème. C'est que changerait votre 6ème République à un cas comme François Fillon? Premièrement, il y a un problème, j'ai envie de dire, général de consentement à l'autorité. Il y a un doute qui s'est installé vis-à-vis de la police, vis-à-vis de la justice, vis-à-vis des hommes politiques. Si on ne remet pas à plat, l'issue violente n'est pas impossible dans les années qui viennent et je ne le souhaite pas. Il faut qu'on se refonde comme peuple. Qu'est-ce que nous voulons ? Comment doit fonctionner la démocratie? Quelle est la transparence que nous devons avoir vis-à-vis de nos élus? Quels sont les moyens dont ils doivent disposer? Comment, comme citoyen, je peux peut-être révoquer un élu si je ne souhaite plus qu'il exerce son mandat? Comment on tient compte du vote blanc, etc., etc. Comment, à travers un système proportionnel, nous avons une représentation parlementaire qui est plus à l'image de la France? Si on vous écoute bien, nous sommes en état quasi de guerre civile. Non, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot parce que quand on le dit quasiment, on participe à ces déchirures. Mais par contre, d'observer qu'il y a une situation de trouble, de colère populaire qui se traduit de différentes façons, qui peut se traduire parfois par l'abstention, qui peut se traduire par différents votes, et que nous, à travers ce que nous faisons à la France Insoumise, nous voulons que cette colère, cette indignation légitime, qui d'abord est surplombée par 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, 6 millions de chômeurs, une aggravation de la situation. Comment, d'une manière aussi institutionnelle, mais pas seulement prendre en proposition sociale, on règle ça? Mais sinon, vous avez un homme qui s'arc-boute, qui en quelque sorte, et je termine là-dessus, mais la Ve République privatise les choses. C'est-à-dire que M. Fillon dit « j'ai décidé, je m'arc-boute », et alors, ça pourrit toute la campagne. Vous m'invitez et j'ai plaisir à être avec vous. Et on passe 5 minutes. Mais c'est normal, j'ai envie de dire. Je vous le reproche pas. En même temps, vous parlez de vos propositions aussi. J'entends bien, mais observez que c'est quand même bizarre que nous passions de notre temps, alors qu'on est à 50 jours du premier tour d'une élection présidentielle. Vous ne trouvez pas que c'est un fait important de la campagne? C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Comme c'est un fait important, ça pourrit tout. Alors, et peut-être que lui, il aurait dû dire je me retire pour permettre. La droite mérite mieux. Vous souhaiteriez qu'il se retire? Je pense que la droite, qui est une grande famille politique que je combats, devrait être représenté par un homme qui porte un programme et pas un homme qui explique que les juges sont pourris, venez m'aider parce qu'après. Il y a encore eu un appel ce matin pour Alain Juppé. Est-ce que vous préfériez? J'ai pas à choisir là-dedans. Non, vous préfériez. Mais observez que le système est fou, c'est la monarchie présidentielle. C'est-à-dire que parce qu'un homme a été désigné il y a quelques mois, tout est bloqué. Et vous avez des gens de droite, je comprends très bien, qui disent mais moi j'ai pas envie d'assumer ça, j'ai pas envie d'expliquer que c'est normal. On peut pas expliquer que dans ce pays il faudrait, souvent en direction des milieux populaires, que la justice est trop laxiste. Par contre, parce qu'on a été désigné candidat, en quelque sorte, il faudrait une pause de la justice, c'est ce que nous a dit M. Fillon. Mais il vit dans le même monde. Vous croyez au soulèvement de droite? Alexis Corbière ne se gagne pas sur le terrain de la morale en politique. Il faudrait. Avec Jospin en 2002, qui capitalise, c'est Marine Le Pen quand même. C'est pas Jean-Luc Mélenchon avec sa 6ème République. Mais peut-être. Vous savez, moi, ça ne brise pas mon enthousiasme. Oui, je me bats sur des idées. Peut-être que je ne suis pas majoritaire, mais je ne vois rien d'autre à faire que ce que je fais, c'est-à-dire mettons des idées dans le débat, et une fois de plus, autant nos réponses sont écologiques, sociales, mais la question institutionnelle. Et il y a presque une vertu dans tout ça. Il y a presque une vertu, parce qu'il y a 5 ans, on le portait avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pas un problème juridique. C'est si nous discutions ensemble quelles sont les nouvelles institutions qu'on veut se donner. Est-ce que c'est pas un problème de démocratie, là? Est-ce qu'il n'y a pas quand même un déficit de démocratie en ce moment? Quand on voit le candidat Fillon qui dit « peu importe ce que l'on me reproche, c'est au peuple de trancher », c'est quand même une atteinte à la séparation des pouvoirs, selon vous? C'est grave ce qu'on vit dans cette campagne, non? Oui, c'est grave, bien entendu. Mais ce que vous dites va dans le même sens que ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Dire tout ça, très bien, il peut le dire, mais quelque part ça mène à un pourrissement où il dit aux gens de droite, votez pour moi, qui évidemment équivaudra à une forme de blanc-seing qui sera donné. Est-ce que vous approuvez les méthodes des juges? Est-ce que vous approuvez une mise en examen le 15 mars? Est-ce que ça vous pose question? Mais ça pose question, ça peut poser question, mais quoi qu'il en soit, il faut répondre devant les juges.
Je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent poser question, comme me pose question le fait que, par exemple, le jeune Théo subit ce que vous savez, la justice travaille encore, mais le lendemain, des jeunes qui font des choses inacceptables, qui jettent des cailloux, passent immédiatement devant des tribunaux. On peut discuter de plein de choses, et il faut en discuter sereinement. Mais là, en l'occurrence, je veux dire, Monsieur Fillon, ça fait quand même, 40 jours déjà que ça dure, si j'ai bien compris. On voit bien que ça se dégrade, et ça amène, je répète, à ce que des citoyens, moi je les vois, des femmes et des hommes de droite, qui disent, eh bien, on va le soutenir quoi qu'il arrive, et qui viennent en quelque sorte à justifier l'injustifiable. Et tout ça participe à une perte des repères. Moi, je suis attaché à ce que disait Montesquieu. La vertu est le fondement de tout gouvernement républicain. Il faut être vertueux. Et il faut être exemplaire, surtout quand on brigue à une fonction aussi importante. Vous appelez la France insoumise à descendre dans la rue le 18 mars prochain aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Dimanche prochain, au Trocadéro, François Fillon appelle les Français, le peuple de droite, à descendre dans la rue. C'est la même chose ? Je crois pas. Enfin bon, je veux dire, la droite... C'est la colère ? Nous, du moins, j'invite tout le monde à dire le 18 mars, voilà. On avait déjà fait il y a 5 ans, ça avait été un grand événement, vous vous souvenez, par un grand discours. Vous croyez au soulèvement du peuple de droite dimanche ? Soulèvement. Il faut que tout ça se tranche par les élections, que les choses soient claires. Quand on parle de coup d'état des juges, on va se bouger, on va manifester contre le coup d'état des juges. Oui, mais on voit bien, il est dans une exacerbation du discours qui lui permet de... C'est une stratégie, une tactique, de dire en gros, je n'y suis pour rien, on m'attaque, etc. Mais on est en droit de s'interroger, s'il est élu, qu'est-ce qu'il va faire? Le grand coup de balai dans la justice? Il va les chasser, tous ces juges. Il est là dans un niveau... C'est votre crainte? Allez. Du moins, c'est préoccupant. Mais vous avez raison, je termine, parce que je suis là aussi un peu pour ça. Le 18 mars, samedi 18 mars, grande manifestation. Tous ceux qui ont envie... Noté. Non, mais c'est important pour passer en 6ème République. Et puis s'il y a quelques casseroles dans la foule, après tout... Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Insoumise. Emmanuel Macron explicite son programme en ce moment. Est-ce que vous considérez son programme encore comme le programme d'un homme de gauche? Non, mais... Non ferme. Non, clairement. Mais bon, je veux dire, M. Macron est un héritier de ce qu'on a vécu ces 5 dernières années. Il le fait avec un style particulier. Je dirais que sa progression correspond à ce moment de trouble, d'ailleurs, dans lequel on est, de perte de repères politiques. Mais je ne crois pas faire injure à M. Macron que de considérer quand même qu'il est dans ce qu'on appelle la droite, de solutions économiques qui sont sensibles à la droite. Oui, c'est quand même, il faut baisser les déficits publics, les politiques d'austérité, il faut remettre en cause le code du travail. La fin des régimes spéciaux, c'est ce qu'a voulu faire Alain Juppé. Oui, voilà, on connaît ça. C'est-à-dire, en gros, dans ce pays, il y aura un problème, c'est que certains salariés qui ont souvent des professions difficiles ont un régime un peu différent, mais c'est pas pour rien. Sur la moralisation de la vie politique, vous pourriez être pour ces propositions. Je ne sais pas bien ce qu'il dit. On va le découvrir. J'ai presque envie de dire merci, M. Macron. Fin des régimes spéciaux, en fait, Emmanuel Macron dévoile dans Le Parisien ce matin, il dit même règle pour tous les régimes, un vrai système universel de retraite, 1 euro cotisé ouvrira les mêmes droits pour toutes les catégories socio-professionnelles. C'est quand même une avancée, ça. Mais qu'est-ce que vous appelez un régime spécial? Il y a des métiers, effectivement, qui sont plus durs et qui peuvent amener à ce que les salariés partent un peu plus tôt à la retraite. Personnellement, ça ne me choque pas. C'est pas là que sont les privilèges. Je connais le discours qui consiste à dire, souvent dans le cas de M. Macron, l'égalité, comme il dit, au nom de l'égalité, on va supprimer la carte scolaire. Mais pour celui qui connaît, pardon d'être un peu technique, mais ceux qui aura Public Sénat et s'y connaissent, supprimer la carte scolaire, c'est aggraver les inégalités scolaires. Donc vous avez toujours derrière ces mots, cette novlangue qui consiste souvent à faire croire que la modernité, finalement, quand on regarde dans le détail, ce sont des reculs. Moi, je ne crois pas que des salariés, je pense notamment à ceux qui conduisent des trains qui sont extrêmement éprouvants, etc., soient des privilégiés et que le fait qu'ils bénéficient d'un régime de retraite un peu différent fait d'eux des privilégiés. Novlangue, ça veut dire que c'est un programme de technocrate, ce que vous êtes en train de nous dire. C'est le parler fourbe. C'est-à-dire, je vous dis quelque chose, et puis en vérité, c'est l'inverse. On proclame la modernité, et en vérité, ce qu'on propose, c'est assez réactionnaire. On remet en cause des choses... Programme réactionnaire. Remettre en cause le code du travail. Vous savez, ceux qui disent le code du travail est trop épais, il faut le rendre plus clair. En fait, en l'affaiblissant, en enlevant toute la jurisprudence, par exemple, qui précisément permet qu'il soit plus clair, parce que c'est une accumulation de cas précis. Bon, vous avez parfois dans le débat des choses comme ça, ou alors réclamer l'égalité, en fait, c'est-à-dire en faisant reculer le fait que dans certaines catégories professionnelles, des gens bénéficient de conditions particulières pour partir à la retraite, mais en ne se prenant pas au privilège, c'est choquant. Paraissent indispensables. Par exemple, la réforme du système d'assurance chômage. Emmanuel Macron propose ce matin d'aller vers un système universel financé par l'impôt et donc ouvert aux entrepreneurs, aux agriculteurs, aux indépendants. C'est la remise à zéro. On a l'impression qu'on va quand même vers une forme d'égalité entre plusieurs régimes. Je réagis, sans avoir lu exactement. On va le découvrir ensemble. Je vous jure que je ferai ce travail rigoureusement, avec rigueur. Mais moi, attention, le système de cotisation, c'est pas le même
même que par l'impôt. Qu'est-ce que ça veut dire par l'impôt? C'est un système totalement différent et ça peut être assez préoccupant. Moi, je reste attaché quand même à un système de cotisation pour ce qui est de l'assurance chômage, qui est différent. Bien souvent, l'assurance chômage, c'est un salaire différé qui est attribué qui est au bénéfice des salariés. Par l'impôt, c'est différent. Mais on va regarder tout ça dans le détail. Je dirais, enfin, il y a un programme, on va l'observer. Jusque-là, nous, vous savez, ça s'appelait l'avenir en commun. On avait parfois l'impression que nous étions les seuls à avoir un programme critiquable, discutable, et c'était un peu embêtant avec à la fois M. Fillon pris dans ses difficultés, M. Macron sans programme. À la fin, à 50 jours de l'élection, on se dit mais où ça va tout ça? Bon, si maintenant on rentre dans le dur, si je puis me permettre, tant mieux, on va confronter projet contre projet. Il faut prendre cette élection au sérieux. Un électeur sur deux aujourd'hui n'a pas fait un choix, donc tout est possible. Cette élection n'a pas fini de nous montrer des surprises. Je veux dire les choses clairement. Est-ce que M. Fillon ira jusqu'au bout? On va voir. Est-ce que M. Macron, maintenant qu'il monte son programme, va être aussi haut que ce qui se dit? On va voir. Est-ce que M. Hamon, pris dans les contradictions du Parti Socialiste, jusqu'où ça? Vous voyez. Et mais moi, justement, si on parle de M. Hamon, les rencontres entre Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, tout ça pendant des semaines, message interposé. Vous n'êtes pas là dans un grand gâchis quand vous voyez l'état justement de cette campagne? Ah ben il y a eu un sketch, effectivement, je suis d'accord avec vous, qui était je veux te voir, pas te voir, il faudrait l'unité, mais en vérité derrière moi. Bon, bref. Et puis il y avait des désaccords de fond, je crois que Benoît Hamon l'a reconnu, notamment sur la question européenne, qui surplombe beaucoup de choix. Oui, mais est-ce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui apparaît comme un diviseur? Chacun reste dans son couloir. Mais c'est la stratégie qu'essaye d'insuffler les proches de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, pardon. Voilà. Jean-Luc Mélenchon est le diviseur. Moi, j'arrête ce sketch. J'ai été trop invité dans des émissions pour commenter ça. Vous avez raison. Non, mais sur le fond, c'est intéressant ce que vous dites. Sur le fond, moi, je veux bien discuter du fond. Sur le fond, j'ai vu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas possibilité d'accord entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sur le fond. Bah, c'est ce qui a amené à bout d'un moment à se dire de manière claire. Pas une question d'ego et d'homme. Non, je crois donc, pas. Par exemple, et puis d'une difficulté. Par exemple, sur la dette publique, quand Benoît Hamon dit qu'il ne veut pas rembourser, mais la renégocier, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Si, bien sûr qu'on est d'accord avec beaucoup de choses, mais il ne vous a pas échappé que Benoît Hamon dit beaucoup de choses qui ressemblent à ce que nous disons sur certains points. Mais souvent, quand on rentre dans le détail, il y a une difficulté. Et puis enfin, il y a une dernière chose qu'il faut, un problème, je veux dire circonstancié, mais qui est de fond. J'ai dit un électeur sur deux qui n'a pas fait de choix. Et vous croyez que ces gens, aujourd'hui très dégoûtés, ils peuvent se ranger derrière un candidat du Parti Socialiste? Moi, je ne le crois pas. Et je l'ai dit à Benoît Hamon et à son entourage, je ne le crois pas. Et en vérité, nos électorats ne sont pas additionnables. Ça, c'est une arithmétique froide. Les gens qui nous font confiance ne se rallieront jamais derrière un candidat issu du Parti Socialiste. Et comme en vérité, c'était un faux jeu de dupes, et la seule chose que Benoît Hamon avait à dire, mais je peux le comprendre de son point de vue, c'était ralliez-vous derrière moi, parce que les sondages me mettent 2 points devant vous, le système était bloqué. Les gens, la France insoumise ne se ralliera jamais derrière quelqu'un qui dit nous resterons dans le cadre de l'Europe quoi qu'il arrive. Oui, mais alors ça veut dire qu'au deuxième tour de la présidentielle, on a un second tour Marine Le Pen, Macron ou Marine Le Pen, Fillon. Votre électorat est quand même capable de se ranger derrière Marine Le Pen? Bien sûr que non. Quand même une interrogation de ce côté-là. Pourquoi? J'espère qu'en disant ça, vous faites ça uniquement pour être piquante. D'accord? Ceux qui sont le plus anti-Front National, dans le sens où ils donnent une réponse ethnique à la nation. Moi, je n'accepte pas ça. Je suis pour l'égalité des droits. Je n'accepte pas, par exemple, qu'on propose de déscolariser les enfants de familles étrangères. Qu'est-ce que c'est que ce délire contradictoire avec toute l'histoire de notre pays? Et regardez même dans le détail ce que dit Madame Le Pen, qui est un faux programme social en vérité, qui tape sur notamment ce qui dans l'entreprise permet, qui est souvent une représentation des salariés. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il décidé de ne plus l'attaquer frontalement, Marine Le Pen? Mais nous le faisons, mais d'abord ce que nous avons à reconstituer, c'est un discours optimiste. Parce que, non mais c'est important cette affaire. Une personne sur deux, à 50 jours de l'élection présidentielle, qui ne sait pas pourquoi il va aller voter, je ne vais pas lui dire viens voter en contre. Il faut d'abord le convaincre. Oui, ce que je propose, c'est un grand horizon, une 6e République, se tourner vers l'économie de la mer, la réponse écologique, assumer le fait que si on nous impose à nouveau ces traités austéritaires dans le cadre de l'Europe, eh bien nous sommes prêts à en sortir. L'Europe, on la change ou on la quitte. Et on peut le faire. Nous sommes la 5e puissance mondiale. Alexis Corbière, est-ce que vous pouvez nous annoncer que dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, il y aura de nouvelles opérations hologrammes, des surprises digitales? Mais par définition, une surprise, ça doit être entretenu. Non, mais il y aura des choses comme ça. On travaille à ça, bien sûr. On travaille, on a quelques idées. Que les choses soient claires. On s'est amusé nous-mêmes. L'hologramme est un gadget, mais en même temps, ça a permis d'attirer l'attention, de montrer que... Ça a fait le buzz, comme on dit. Oui, mais c'était bien, parce que le discours même de Jean-Luc Mélenchon était un beau discours. Qu'est-ce qu'il peut inventer d'autre, alors, dans ce domaine? Vous verrez, non, mais ce qu'on cherche à faire, c'est aussi... L'hologramme est un outil qui peut permettre de faire au même moment plusieurs choses. Mais c'est pas simple. Hein. On est là-dessus. Mais
excusez-moi de garder encore un certain effet, parce que ça mérite beaucoup de réponses techniques qui nous dépassent, au-delà de notre enthousiasme à chercher des choses originales à faire. Merci Alexis Corbière, donc porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement La France Et rendez-vous au Insoumise. 18 mars. Rendez-vous le 18 mars, on a bien compris, et on passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà pour débriefer l'actualité, les propos d'Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. J'accueille à nouveau sur ce plateau, ils étaient dans la première partie de notre matinale d'info, Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Thierry Dupont de l'Express. Bonjour Thierry, merci d'être avec nous. Bonjour. Donc François Fillon sifflé au salon de l'agriculture, mais aussi applaudi par ses partisans, lâché par certains des siens. Peut-il continuer à faire campagne? J'ai posé la question à l'instant, au début de cette interview à Alexis Corbière, et il a répondu que tout ça c'était un trouble, colère contre la caste, a-t-il dit, politique. Un côté tous pourris même, il a dit à Jérôme Cordelier. Oui, c'est étonnant de la part du porte-parole de Front de Gauche de dire ça. Je vois pas où est l'information, quoi, en fait. La solution pour lui, Alexis Corbière, c'est normal, il est porte-parole du Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, donc il va pas dire, il va pas défendre François Fillon, évidemment. Il a pointé la caste politique quand même. Hein. Oui, mais c'est bien sûr, c'est le discours du Front de Gauche. Donc comme le discours du Front de Gauche, c'est ça. Il a dit aussi après, parce que j'ai été assez choqué par ça, il a dit que Emmanuel Macron avait un programme réactionnaire. Oui, on en donc voilà, bon, ça montre. Il faut relativiser lui... les propos qui sont tenus. C'est le gros problème de cette campagne quand même. Mon cher Cyril, si je puis me permettre, c'est qu'on est dans l'excès sur tous les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens. Les mots n'ont plus de sens entre les plateaux télé, les chaînes infos et les réseaux sociaux qui évidemment polluent puisque les gens sont dans leur canapé et tweetent des choses. Voilà. Alexis Corbière a quand même dit que la droite méritait mieux. Ouais. Que François Fillon, pointant que certains à droite ne se reconnaissent plus ni dans la campagne, ni dans la défense face aux attaques judiciaires de François Fillon. La solution pour lui, c'est une assemblée constituante. Oui, c'est la 6ème République qui est défendue depuis très longtemps par Jean-Luc Mélenchon. Donc oui, c'est bien sûr. Une cohérence. Cohérence dans l'excès, oui. Alors sur le programme d'Emmanuel Macron, donc il explicite son programme de jour en jour. Quand on lui a demandé s'il considérait que le programme d'Emmanuel Macron était encore un programme d'un candidat de gauche, il a dit non, il s'agit du programme d'un candidat de droite, un programme de droite. Là aussi, rien de nouveau sur le soleil. Bon, évidemment, je m'en réfère au Point de cette semaine, mon cher, puisque nous avons décortiqué les programmes de François Fillon et de Emmanuel Macron. On verra que évidemment on est là encore dans l'excès puisque c'est beaucoup plus compliqué que ça et que Emmanuel Macron a un programme d'abord qu'il est en train d'échafauder et ensuite il a un programme. On peut pas dire qu'il a un programme de droite, de même que on peut pas dire qu'il a un programme de gauche. Il a un programme qui met en place un peu de pragmatisme économique. La droite comme le Front de Gauche martèle quand même que Emmanuel Macron se situe dans la droite ligne du quinquennat qui s'achève. C'est pire que ça. Alexis Corbière a parlé ce matin, donc c'est le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, du parler fourbe d'Emmanuel Macron. Alors, je ne sais pas si ça s'adressait également à l'action de François Hollande, mais en tout cas, oui, c'est pour ses adversaires, Emmanuel Macron n'est que la perpétuation du hollandisme. Il a pointé un programme réactionnaire. Oui. On est dans les excès que vient de pointer Jérôme. Oui. Non, Emmanuel Macron n'a pas de programme réactionnaire. On fait du clientélisme. Le problème, c'est ça, c'est qu'on fait du clientélisme. Mais au fond, il cible plus Emmanuel Macron que François Fillon, par exemple. On voit bien que de toute façon, leur adversaire, ça va être davantage Emmanuel Macron que François Fillon. Enfin, c'est vrai qu'il y a une volatilité de l'électorat, mais je ne pense pas que les gens qui soutiennent François Fillon, surtout en ce moment, vont aller hésitent entre Mélenchon ou Fillon. Moi, ce que j'ai retenu beaucoup du discours d'Alexis Corbière, c'est quand même, il a raison d'insister sur le fait que les choses ne sont pas sédimentées, qu'une bonne partie de la population ne sait toujours pas
qui elle va voter en avril. Oui, mais entre Fillon et Mélenchon, je pense pas qu'il y ait... Non, mais effectivement, entre Mélenchon... Non, vous avez raison, mais entre Mélenchon et Macron, il y a... on peut retrouver chez Macron, dans une partie des gens qui... Fillon, je disais. Oui, une partie des gens qui veulent voter Macron peuvent effectivement y aller par une sorte de rejet du système. On l'a jamais essayé, c'est quelqu'un de nouveau, il est jeune et tout ça. Une partie d'un vote protestataire qui pourrait normalement peut-être être capté par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est normal aussi que Alexis Corbière tape sur Emmanuel Macron. Une deuxième chose que j'ai retenue, c'est qu'il a raison de dire que de vouloir revenir à un discours optimiste sur cette campagne, c'est-à-dire vouloir développer ses propres propositions, ses propres thèmes, plutôt que d'être à commenter l'actualité judiciaire de l'un de passer son temps à dégommer ce que font les autres. C'est-à-dire proposer une vraie vision. En même temps, il n'a pas été au salon de l'agriculture, Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il a été dans une ferme à côté. Oui, il a été. Non, mais là, c'est le problème de cette campagne. C'est que là, maintenant, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, il faut revenir au programme, au fond. C'est vrai qu'on n'est pas. Pourquoi on fait la chronique judiciaire depuis plus d'un mois, quoi. Donc c'est pas l'objet de la campagne. On doit élire le président de la République pour les 5 ans à venir. Ça faisait presque de la peine à Alexis Corbière la situation de la droite. Je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai parce que je pense que Alexis Corbière est quelqu'un qui s'est engagé pour les choses publiques et qui aime la politique. Et c'est vrai que pour l'instant, tous les gens qui aiment la politique et qui sont des démocrates sont un peu consternés par tout ce qui se passe. Est-ce qu'on a entendu le candidat de droite ces 3 dernières semaines parler de son programme ? Ah oui. Un peu sur la sécurité, mais pas grand-chose. Mais la santé, la sécurité, Thierry, bien sûr. Alors, le problème, c'est de savoir si le grand public l'entend. Santé, sécurité. Mais pourquoi cette relative indulgence à propos de Marine Le Pen de la part du camp Mélenchon? On les entend peu attaquer Marine Le Pen. La question a été posée à Alexis Corbière. Oui, et j'entends sa réponse qui est de dire défendons d'abord nos thèmes. Et puis, par ailleurs, ils ont un prérequis qui est nous sommes le front de gauche et donc nous n'avons pas à nous justifier. Nous avons été toujours les premiers adversaires de Marine Le Pen. Je rappelle que Jean-Luc Mélenchon était allé la défendre au premier tour. C'est l'autre problème de cette campagne, Cyril. Vous avez raison. C'est la deuxième place qui se joue pour tous les candidats. Et que le problème, c'est, Bernard-Henri Lévy l'a écrit il y a 15 jours dans Le Point, il a raison. Il y avait un papier du Monde là-dessus d'ailleurs. On fait un boulevard à Marine Le Pen et sans opposition manifeste. C'est acquis. Voilà. Et le problème, c'est que les gens, et évidemment, des gens comme Alexis Corbière, des gens comme de Front de Gauche, ils devraient attaquer, mais dans le dur, Marine Le Pen, parce que c'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'on a le risque que l'extrême droite prenne l'Élysée. Et je veux dire, je comprends pas que ces gens, qui soient des rebelles, des insoumis, etc., en tout cas qui font profession de ça sur tous les plateaux, ne s'élèvent pas contre ça. Quoi. Alors, Thierry Dupont, sur cette candidature, cette possibilité que Marine Le Pen soit forte dès le premier tour, tout le monde se positionne par rapport à ça. C'était le sens du papier que j'ai lu dans le Monde.fr hier. Il est quasiment acquis pour tout le monde qu'elle sera au deuxième tour, ce qui pour l'instant ne repose que sur les intentions de vote. Alors certes, on a vu lors des dernières élections, à chaque fois elle progresse. On a déjà dit lors d'émissions précédentes que son socle est solide, c'est-à-dire que les gens qui votent pour elle revotent à chaque fois pour elle, donc à chaque fois elle est en progression, elle ne connaît pas de trou d'air. Et donc tout le monde se positionne par rapport à elle, au fond. Oui, tout le monde veut être le deuxième candidat alors qui sera rescapé. Alors qu'elle est plus plombée par la justice et qu'elle refuse de se convoquer devant la justice. Cordelier, Dupont, Thierry Dupont, de l'Express. On passe aux Zappelisés, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde ensemble. François Fillon reporte sa visite au salon de l'agriculture. J'espère. C'est lié à la guerre civile. J'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité. Oui, j'espère que ce n'est pas pour une raison de sécurité. Mais vous le savez ou pas ? Je ne sais pas. Mais je n'en sais rien, monsieur. Je sors de ma voiture et je ne sais rien. C'est vous qui savez tout. Là, il va visiter le salon de l'agriculture. 3 minutes avant, on dit qu'il va être mis en examen. Et il y a quand même, pardonnez-moi de le dire, un acharnement, j'allais dire thérapeutique, parce que je suis médecin. C'est une machination qui est orchestrée depuis l'Élysée. Enfin, excusez-moi, faut pas se cacher derrière son petit doigt. Vous avez des preuves de ce que vous dites ? François Hollande a été un très mauvais président de la République, mais je pense qu'il est très machiavélique. La justice parle à Mediapart et Mediapart parle à la justice. Et ce n'est plus la justice que j'ai connue et que j'ai appris sur les bancs de la faculté. Tous les élus républicains, à part ce petit noyau, savent que c'est terminé. Par le passé, il était hors de question d'avoir des ministres mis en examen.
On voit mal comment on peut avoir un président de la République élu mis en examen. Moi, ça me renforce dans l'idée qu'il faut tourner la page de ces institutions et le 18 mars prochain, avec le rassemblement que je fais, eh bien, c'est la 5e République que je vais mettre en examen de mon côté. Autre offensive, celle de Bruno Le Maire. Agacé par le maintien du candidat malgré sa possible mise en examen, il lui retire son soutien. Nombre de mes amis politiques et de ceux qui m'ont soutenu à la primaire, et ces 4 millions d'électeurs, parlent d'un assassinat politique. C'est un assassinat en effet. Ça fait plusieurs fois cette semaine que M. Fillon choisit d'utiliser des grands mots. C'est plutôt le signe d'une perte de nerfs ou alors d'une perte de sens des réalités. La réalité, c'est que c'est le feuilleton des affaires qui concernent François Fillon qui aujourd'hui rend médiocre cette campagne présidentielle. Il y a des assassinats, ça ne correspond pas à cela. Il y a des états de guerre civile, ça ne correspond pas à ce que nous vivons dans le pays. Vous êtes avec moi dans ce salon, il y a des bousculades, enthousiastes, mais j'ai pas vu de guerre civile. Vous êtes chez vous. Absolument personne n'est dupe que le calendrier est instrumentalisé pour le candidat du hollandisme, M. Macron. Et que lui, par contre, on ne s'intéresse pas à certaines choses qui circulent. C'était un coiffeur, c'était un shampoing. Mais j'ai vu que vous avez super bien réagi, vous aviez le sourire. Bah il faut, c'est pas un drame. Vous savez, vous empêcherez pas les imbéciles dans une foule. Oui, je serai candidat à la présidence de la République. François Fillon qui est bel et bien présent cet après-midi au Salon de l'Agriculture. Un petit passage obligé chez Joséphine. Vous vous souvenez de Joséphine, Fine, hein, c'est la vache, là voilà, avec donc une petite caresse. Hein. La campagne comme si de rien n'était alors que les centristes de l'UDI décident de suspendre leur participation à la campagne de François Fillon. Un accord devait être officialisé demain matin. Voilà, fin de Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale d'info et bonne journée à tous.